Il y a des moments où l'histoire accélère, et d'autres où elle fait brutalement marche arrière. Nous sommes en décembre 2025, et pour la première fois depuis des années, l'Union européenne reconnaît officiellement ce que beaucoup pressentaient en silence. Le pari du 100% électrique pour 2035 n'était pas tenable. Et aujourd'hui, vous allez découvrir ou redécouvrir l'histoire obsessionnelle de Bruxelles avec l'électrique, les raisons de son échec et les grands gagnants de cette saga. C'est parti! L'histoire de l'Europe et des voitures électriques. Retour en arrière, juin 2022. Le Parlement européen vote l'interdiction des moteurs thermiques neufs. Une décision vécue comme un choc par l'industrie automobile. Mais à l'époque, le message est clair. Il n'y a pas d'alternative. Sauf que l'alternative, c'est le réel. Un marché artificiellement soutenu par des subventions. Des consommateurs qui hésitent. Des constructeurs européens qui vendent à perte. Et pendant ce temps, une industrie chinoise qui avance pendant que l'Europe se débat avec ses propres règles. Le 16 décembre 2025, la Commission européenne acte un recul spectaculaire. Officiellement pour sauver l'industrie. Officieusement parce que le système était au bord de l'asphyxie. Alors, pour comprendre pourquoi l'Europe a dû reculer, je vous propose de regarder de plus près les plus gros flops électriques européens. Numéro 5, le fiasco de l'infrastructure. Quand la prise manque au mur, 2025. En octobre 2025, le constat est brutal. L'Union européenne n'a atteint que 26% de son objectif de bornes de recharge pour 2030. 26. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire un retard de 74%, soit 2,5 millions de bornes manquantes. On est loin, très loin, des 3,5 millions de points nécessaires selon la Commission européenne. Et encore, la CEA parle plutôt de 8,8 millions pour que le système tienne vraiment la route. Pourquoi ce flop ? Parce qu'on a fait les choses à l'envers. On a poussé les ventes de voitures électriques sans construire le parking énergétique autour. Premier problème, le gouffre logistique. Aujourd'hui, on installe environ 150 000 bornes par an. À ce rythme, en 2030, on n'arrivera même pas à 2 millions. Pour respecter les engagements, il faudrait dépasser 500 000 installations par an, tous les ans. On en est très loin. Deuxième problème, la fracture géographique. 3 pays concentrent 70% des bornes européennes. Les Pays-Bas, le Luxembourg, le Danemark. Très bien, mais le reste ? Des déserts de recharge. Europe de l'Est, campagne française, intérieur de l'Espagne, centre de l'Allemagne. Dans certaines zones, il faut parcourir plus de 40 km pour trouver une borne. Or, à 50 km restants, la voiture commence déjà à paniquer pour vous. Troisième claque, l'expérience utilisateur. Bornes en panne, puissance ridicule, badge incompatible, applis différentes tous les 50 km. Recharger devient un parcours administratif. Et quand on parle de bornes rapides, là aussi, énorme déséquilibre, car la Norvège affiche plus de 30% de bornes au-delà de 150 kW, quand certains pays plafonnent à 2%. Autant dire que le café est froid avant que la voiture soit prête. Bien sûr, il y a des signaux positifs. Les initiatives privées, comme les supermarchés, montrent que ça peut fonctionner. Quand Lidl installe plus de bornes que certains États entiers, ça dit beaucoup de choses. Ce flop numéro 5, ce n'est pas un détail technique, c'est le socle manquant. Sans infrastructure fiable, l'électrique devient une promesse théorique. Et c'est exactement ce genre de réalité qui pousse aujourd'hui l'Europe à réexaminer très sérieusement le dogme du 100% électrique en 2035. Selon vous, si la prise n'est pas prête, est-ce vraiment raisonnable d'interdire la clé ? Donnez-moi votre avis en commentaire et avant de passer au flop suivant, likez la vidéo. Numéro 4, l'échec du prix. Le mythe de la voiture populaire, 2024-2025. En 2024, les ventes de voitures 100% électriques ont reculé de 5,9% dans l'Union européenne, pour tomber à 1,45 million d'unités, avec une part de marché passée de 14,6% à 13,6%. Et non, ce n'est pas une crise globale de l'auto. Sur la même période, les immatriculations totales ont progressé. Ce n'est donc pas que les Européens n'achètent plus de voitures, c'est qu'ils n'achètent plus ces voitures-là. Pourquoi ? Parce que la fameuse voiture électrique populaire est restée un slogan marketing.
Oui, il existe des annonces à 139 € par mois, des aides affichées à 8 000 €, des promesses d'électrique pour tous. Cependant, quand on gratte un peu, on découvre la réalité. Leasing sous condition, bonus instable, prix catalogue toujours élevé et surtout, une classe moyenne qui ne s'y retrouve plus. À 35, 40, parfois 45 000 € pour une compacte, même avec les aides, le calcul ne passe pas. Et là-dessus est venue se greffer une deuxième lame, la fiscalité. En France, le malus au poids, la réforme des avantages en nature, la réduction progressive des bonus, tout ça a envoyé un message très clair au marché. L'électrique est encouragé politiquement, mais pénalisé économiquement. Pendant ce temps, les constructeurs ont été obligés de revoir leur gamme, de ralentir certains lancements, de repositionner leur modèle. Et devinez ce qui progresse pendant que l'électrique recule ? L'hybride simple. Moins cher, plus flexible, moins anxiogène. Le choix rationnel, en somme. Peut-on vraiment imposer le 100% électrique en 2035 ? Quand la voiture du peuple n'est toujours pas une voiture du peuple ? Numéro 3, le cheval de Troie chinois. Une industrie européenne sabordée, 2025. Ce flop numéro 3 est probablement le plus douloureux à admettre pour l'Europe. Parce qu'ici, le problème ne vient pas d'une voiture ratée, ni d'une techno bancale. Il vient d'une stratégie, ou plutôt d'un manque de stratégie. À la base, l'idée était d'accélérer la transition électrique, réduire les émissions, montrer l'exemple au monde entier. Sauf que dans les faits, la réglementation européenne a créé un immense appel d'air. En imposant des normes CO2 de plus en plus strictes et une échéance quasi gravée dans le marbre pour 2035, l'Europe a fabriqué un marché captif de l'électrique, avant que ses propres constructeurs ne soient prêts. Et là, devinez qui s'est engouffré dans la brèche ? BYD, MG, NIO, XPeng, Leapmotor. Pendant que les groupes européens réapprenaient leur métier, les constructeurs chinois arrivaient avec des voitures électriques déjà amorties, déjà industrialisées, déjà optimisées. Pourquoi ? Parce qu'en Chine, la voiture électrique est une stratégie d'État depuis plus de 10 ans. Batterie, cellules, logiciel, intégration verticale, tout est maîtrisé. Chez BYD, par exemple, la batterie n'est pas un fournisseur, c'est la maison mère. En 2025, même avec des surtaxes pouvant dépasser les 40%, ces marques restent compétitives, et parfois même moins chères que leurs équivalents européens. C'est là que le paradoxe devient cruel. Je vous explique. L'Europe, championne mondiale de l'ingénierie mécanique, a forcé ses industriels à basculer vers une technologie où la valeur n'est plus dans le moteur, mais dans le logiciel et l'électronique. Or, sur ce terrain-là, les constructeurs européens ont pris du retard. Interface lente, bugs logiciels, plateformes électriques lancées trop vite. Certains modèles semblaient déjà dépasser le jour de leur sortie, face à des voitures chinoises pensées comme des objets technologiques avant d'être des automobiles. Et derrière tout ça, il y a la question sociale. Un moteur électrique, c'est environ 30% de main-d'œuvre en moins qu'un thermique. Ajoutez à ça une batterie produite en Asie, et vous comprenez le choc. Des centaines de milliers d'emplois européens menacés, des milliers de sous-traitants fragilisés et une valeur ajoutée qui quitte le continent à chaque voiture vendue. Et, voulant aller trop vite, l'Europe n'a-t-elle pas surtout oublié de s'assurer qu'elle savait encore courir ? Numéro 2. La tromperie de l'autonomie. Le divorce entre marketing et réalité, 2025. Pendant des années, on vous a vendu des chiffres, 500, 550, parfois 650 km. Sauf que sur la route, la route, elle s'en fiche des slides PowerPoint. Fin 2025, plusieurs études indépendantes et données de flotte connectées l'ont confirmé noir sur blanc. L'écart entre l'autonomie WLTP et la réalité peut atteindre 23%, voire davantage en hiver ou sur autoroute. Et là, on ne parle plus d'un petit arrondi optimiste, on parle d'un fossé. Pourquoi ce décalage ? Parce que le WLTP reste un test de laboratoire. 23 degrés, une vitesse moyenne de 47 km/h, quelques pointes symboliques à 130, bref, tout ce que votre voiture électrique adore. Toutefois, mettez-la à 130 km/h réel, par 2 degrés, chauffage allumé, vent de face, et la physique reprend ses droits. Le fameux mur d'air, la consommation grimpe, la batterie se refroidit, et l'autonomie fond comme neige au soleil. Un Paris-Lyon annoncé à 500 km sur la brochure devient souvent un trajet à 330 ou 350 km réels. Et ça, pour un conducteur occasionnel, c'est frustrant. Et pour les gros rouleurs, c'est rédhibitoire. Commerciaux, artisans, professions libérales, ces gens-là n'ont pas le luxe de tester. Leur voiture doit être un outil fiable, prévisible.
Or, l'imprévisibilité de l'autonomie transforme chaque long trajet en calcul mental permanent. Météo, vitesse, borne disponible, puissance réelle de recharge. Trop d'incertitudes. Et quand la confiance disparaît, l'adhésion aussi. Ajoutez à cela des batteries lithium-ion arrivées à un plateau technologique, incapables de compenser totalement le froid et la haute vitesse, et vous comprenez pourquoi la promesse de polyvalence totale, celle qu'assurait jadis le diesel, n'est toujours pas tenue. Si on s'est autant trompé sur l'autonomie, sur quoi d'autre s'est-on raconté une belle histoire ? Numéro 1. Le retour des e-fuels et du pragmatisme politique, 2025. Et là, on arrive au sommet du classement, le flop numéro 1. Celui qui résume à lui seul pourquoi le dogme du tout électrique en 2035 s'est fissuré, puis franchement effondré. Parce que oui, en 2025, l'Union européenne a dû regarder la réalité en face. Et cette réalité, elle porte un accent allemand et un accent italien. Pendant des années, Bruxelles a martelé un message simple. En 2035, fini le moteur thermique, point final. Sauf que l'Allemagne, première puissance industrielle européenne, n'a jamais vraiment accepté cette idée. Quand votre économie repose sur des millions d'emplois liés au moteur à combustion, vous ne coupez pas le courant d'un claquement de doigts. Berlin a alors mené une véritable bataille politique pour imposer le principe de neutralité technologique. Traduction simple, on ne tue pas une technologie par décret si elle peut encore évoluer. Et l'arme choisie, ce sont les e-fuels, les carburants de synthèse. Sur le papier, le raisonnement est cohérent. Produire un carburant à partir d'hydrogène vert et de CO2 capté, puis relâcher à la combustion exactement ce CO2. Bilan théorique, neutre. Est-ce parfait ? Non. Est-ce coûteux, énergivore, encore marginal ? Oui. L'Italie a suivi. D'abord avec les biocarburants, puis en s'alignant sur la ligne allemande quand Bruxelles a fermé la porte à ses propositions. Et ensemble, Rome et Berlin ont forcé l'Europe à reculer. Décembre 2025 marque le tournant. L'objectif de moins 100% d'émissions pour les voitures neuves en 2035 devient moins 90%. 10%, ça paraît peu. En réalité, c'est énorme. C'est l'aveu officiel que le tout électrique est une impasse. Si le mix énergétique n'est pas totalement décarboné. Et là, l'UE dit enfin tout haut ce que beaucoup savaient déjà. Une voiture électrique branchée sur une électricité au charbon ou au gaz ne règle pas le problème climatique à court terme. Elle le déplace. Ajoutez à ça les réalités économiques, les besoins industriels, le diesel encore indispensable pour certains usages, et vous obtenez ce flop numéro 1. Alors, à qui est-ce que ça profite tout ça ? La réponse risque de vous surprendre. Les gagnants dans l'affaire. Alors que certains écolos parlent de marche arrière de l'Europe en matière environnementale, les pragmatiques voient une décision logique. Du côté des constructeurs français, c'est une bonne nouvelle. Le marché est réticent à l'électrification totale et la nouvelle a été bien accueillie par la plupart des constructeurs. Par ailleurs, la Commission européenne veut encourager le développement de petits véhicules aux tarifs abordables. Et devinez quel pays est spécialiste des voitures abordables ? La France. Difficile de prévoir les effets de cette nouvelle sur le marché européen. Mais au moins, l'électrique n'est plus une obligation imposée par Bruxelles. C'est une option parmi d'autres. Et paradoxalement, c'est peut-être comme ça qu'il redeviendra désirable. Bien sûr, ça ne fait pas disparaître les malus et les ZFE, mais ça permet au moins de repousser le problème. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous et partagez-la à ceux proches qui pensent encore qu'en 2035, on roulera tous en trottinette électrique. On se retrouve très vite dans le garage français.